En mai 1945, alors que le Troisième Reich s'effondrait en poussière et que les forces alliées balayaient l'Europe, une division blindée américaine fit une découverte extraordinaire dans un paisible village autrichien. Dissimulé sur un wagon plat de chemin de fer, criblé de cicatrices de combat et d'impacts de balles, se trouvait l'un des véhicules les plus infâmes de la Seconde Guerre mondiale. Une énorme Mercedes 770 qui allait déclencher un mystère de plusieurs décennies et un cas d'erreur d'identification qui allait dérouter les historiens pendant près de 40 ans. Voici l'histoire de la Mercedes disparue d'Hitler. Un récit de confusion en temps de guerre, de chasse au trésor d'après-guerre et de travail de détective méticuleux qui allait finalement démêler l'un des mythes les plus tenaces à émerger des cendres de l'Allemagne nazie. C'est une histoire qui implique des GI américains, des collectionneurs canadiens, des conservateurs de musées et, en fin de compte, un bibliothécaire allemand dont la recherche obsessionnelle allait changer tout ce que nous pensions savoir sur ce véhicule légendaire. Mais pour comprendre ce mystère, nous devons d'abord revenir aux années 1930, dans les ateliers de Daimler-Benz, où l'ingénierie allemande allait créer le symbole ultime du pouvoir et de la paranoïa nazie. La Mercedes-Benz 770, connue sous sa désignation d'usine double, V150, n'était pas seulement une voiture. C'était une déclaration, une affirmation de pouvoir absolu matérialisée dans l'acier, le cuir et le verre par balle. Lorsque Daimler-Benz commença à produire ses mastodontes en 1938, c'était pour une clientèle très exclusive. Les dirigeants du Troisième Reich. Ces véhicules n'étaient pas de simples automobiles, c'étaient des forteresses mobiles, des monuments roulants au régime qui les avait commandés. La 770 W150 était, en tout point, la paranoïa ingéniée rendue manifeste. Parlons des spécifications, car les chiffres à eux seuls racontent une histoire d'excès et de peur. La voiture pesait 4000 kg, un poids stupéfiant. C'est plus de 4 tonnes d'acier allemand. Pour mettre cela en perspective, un SUV moderne pèse environ la moitié. Ce n'était pas un véhicule conçu pour l'efficacité ou l'élégance, bien qu'il en ait certainement possédé. C'était un véhicule conçu pour protéger ses occupants des tentatives d'assassinat, des bombes, des balles, du peuple même que le régime nazi avait terrorisé. Propulsant ce monstre se trouvait un moteur 8 cylindres en ligne, produisant 230 chevaux. Cela peut ne pas sembler impressionnant selon les standards actuels, mais rappelez-vous que nous étions en 1938 et que ce moteur devait déplacer 2 tonnes de blindage. Malgré son poids, la 770 pouvait atteindre 150 km/h. C'est remarquable quand on considère ce qu'elle transportait. La protection blindée était étendue et sophistiquée. Les portes n'étaient pas simplement renforcées, elles étaient véritablement blindées, assez épaisses pour arrêter des balles de fusil. Les vitres étaient fabriquées en verre par balle mesurant 2,5 cm d'épaisseur. C'est près d'1 pouce de verre feuilleté conçu pour arrêter les balles tout en permettant la visibilité. Derrière la banquette arrière, les ingénieurs avaient installé un mécanisme pouvant lever une plaque de blindage de 0,66 cm d'épaisseur, fournissant une protection supplémentaire contre les attaques par l'arrière. Mais les dispositifs défensifs ne s'arrêtèrent pas là. Des compartiments à armes étaient dissimulés dans tout le véhicule. L'un se trouvait dans le tableau de bord, 2 autres dans l'habitacle arrière. Ils contenaient des pistolets mitrailleurs, permettant aux occupants ou au personnel de sécurité de riposter en cas d'attaque. La 770 était conçue non seulement pour résister à un assaut, mais aussi pour se battre. Plusieurs 770 furent fabriqués par Daimler-Benz pour divers dirigeants nazis. Hermann Göring en avait une, d'autres hauts responsables aussi. Mais la 770 personnelle d'Hitler était spéciale. Elle possédait des caractéristiques d'identification uniques qui la distinguaient des autres sortant des chaînes de production. La voiture d'Hitler présentait un trou ornemental dans la calandre, une touche distinctive. Elle avait 4 aérations positionnées directement sous le pare-brise. Les charnières des portes, 2 de chaque côté, étaient disposées différemment des modèles standards. Les vitres latérales arrière étaient courtes et courbées,
un élément de design unique. Et peut-être le plus distinctif, le capot comportait 20 fentes de refroidissement de chaque côté de la charnière centrale. Il ne s'agissait pas simplement de différences cosmétiques. C'étaient des signatures, des identifiants uniques qui rendirent la 770 d'Hitler reconnaissable parmi toutes les autres Mercedes roulant dans les rues de Berlin ou Munich. Ces détails deviendraient cruciaux des décennies plus tard, mais dans le chaos d'avril 1945, personne ne prêtait attention aux fentes de refroidissement ou aux formes des vitres. Fin avril 1945, le Reich de Milan était dans ses derniers soubresauts. Les forces soviétiques se rapprochèrent de Berlin par l'Est. Les forces américaines et britanniques avancèrent par l'Ouest. La direction nazie était dispersée, désespérée ou morte. Adolf Hitler lui-même était piégé dans son bunker souterrain à Berlin, présidant un empire en déliquescence qui n'existait plus que sur des cartes de plus en plus obsolètes. Il allait se suicider le 30 avril 1945, mais sa Mercedes personnelle avait déjà été séparée de lui, déplacée vers ce que les nazis espéraient être un endroit plus sûr. L'Obersalzberg était la retraite montagnarde d'Hitler en Bavière, près de la frontière autrichienne. C'était un complexe de résidences et de bureaux où Hitler et d'autres dirigeants nazis avaient passé du temps pendant les années de guerre, planifiant des campagnes et recevant des dignitaires sur le fond dramatique des Alpes bavaroises. Alors que les forces alliées se rapprochaient, la SS commença à déplacer des objets de valeur vers l'Obersalzberg, espérant peut-être qu'ils pourraient être préservés ou cachés. La Mercedes 770 d'Hitler faisait partie de ces biens. À un moment de ces dernières semaines chaotiques, du personnel SS chargea l'énorme véhicule sur un wagon plat de chemin de fer. Le plan, s'il y en avait un, est perdu pour l'histoire. Peut-être avait-il l'intention de la cacher ou de la déplacer vers un endroit encore plus reculé. Peut-être n'était-ce que l'élan bureaucratique, la machinerie grinçante de l'organisation nazie, continuant même lorsque le régime s'effondrait autour d'elle. Quelle que soit l'intention, la Mercedes n'atteignit jamais sa destination. Le wagon plat, avec sa cargaison précieuse, finit sur une voie de garage dans le petit village de Laufen, juste au nord de Salzbourg en Autriche. Elle y resta tandis que mai arrivait, que Hitler mourait dans son bunker, que l'Allemagne se rendait sans condition. La voiture qui avait autrefois porté le dictateur à travers des foules enthousiastes à Berlin était maintenant abandonnée sur une voie de garage entourée des débris d'un régime vaincu. Début mai 1945, des éléments de la 20e division blindée américaine balayaient l'Autriche, nettoyant les dernières poches de résistance allemande. La guerre en Europe était effectivement terminée, mais tous les soldats allemands n'avaient pas reçu le mémo et toutes les unités n'étaient pas prêtes à se rendre pacifiquement. Le sergent Joe Azara menait un escadron à travers le village de Laufen lorsqu'ils rencontrèrent une résistance. Des troupes allemandes de la dernière chance, que ce soit par loyauté, peur ou simple élan, ouvrirent le feu sur les Américains qui avançaient. Un échange de tirs éclata dans les rues de ce petit village autrichien. L'engagement fut bref, mais intense. Lorsque les tirs cessèrent et que le village fut sécurisé, Azara et ses hommes commencèrent à fouiller la zone pour trouver des armes, des provisions et du renseignement. C'est alors qu'ils firent leur découverte. Sur un wagon plat de chemin de fer dans une voie de garage se trouvait une énorme Mercedes noire. Clairement pas un véhicule ordinaire, même couverte de la crasse de la guerre et de la négligence, elle dégageait une aura de puissance et de prestige. Les Américains se rassemblèrent autour, examinant leurs trouvailles avec un mélange de curiosité et d'excitation. La voiture portait d'évidents signes de dommages de combat. Des balles avaient frappé le véhicule, perçant même le blindage arrière. Une balle avait touché le tableau de bord. Le pare-brise montrait 3 impacts distincts avec des fissures en toile d'araignée s'étendant de chaque point d'impact. La vitre du passager droit était gravement éclatée, le verre pare-balles ayant fait son travail, mais en portant les stigmates. Azara confirmerait plus tard qu'il s'agissait de l'état de la voiture lorsqu'il l'avait de trouver, suggérant que la Mercedes avait été prise dans un échange de tirs pendant la bataille pour le village. Que des troupes allemandes l'aient utilisée comme couverture ou qu'elle ait simplement été au mauvais endroit lorsque les balles se mirent à voler, nous ne le saurons jamais. Les Américains parvinrent à descendre l'énorme véhicule de son wagon plat. Ils trouvèrent du carburant et tentèrent de démarrer le moteur.
Après quelques encouragements, le gros 8 cylindres rugit. Mais quelque chose clochait manifestement. Le moteur était endommagé, tournait de manière irrégulière, manquant de la puissance fluide pour laquelle il avait été conçu. Un travailleur civil néerlandais, qui avait été forcé de travailler dans un garage voisin, s'approcha des Américains. Par une combinaison d'anglais approximatifs et de gestes, il transmit une information cruciale. Cette Mercedes, dit-il, avait appartenu au Reichsmarschall Hermann Göring. Cette identification avait parfaitement du sens pour les Américains. Göring était le deuxième homme le plus puissant de l'Allemagne nazie, commandant de la Luftwaffe, et connu pour son amour du luxe et de l'ostentation. Bien sûr, un tel véhicule aurait appartenu à Göring. L'identification fut acceptée sans question. Et à partir de ce moment, la Mercedes fut étiquetée et documentée comme la voiture personnelle de Göring. Personne ne pensa à vérifier plus attentivement. Personne n'examina les caractéristiques uniques qui auraient pu identifier le véhicule plus précisément. Dans le chaos de ces derniers jours, avec des milliers de véhicules, d'œuvres d'art et d'artefacts capturés transitant entre les mains alliées, une Mercedes mal identifiée ne semblait pas particulièrement significative. Naturellement, le sergent Hazara ne pouvait garder la voiture pour lui-même, malgré les fantasmes qu'il pouvait nourrir. La Mercedes était bien trop précieuse, bien trop significative pour devenir le souvenir d'un soldat. Au lieu de cela, elle fut réquisitionnée comme moyen de transport VIP pour les généraux américains pendant les premières phases de l'occupation de l'Allemagne. La Mercedes noire criblée de balles fut repeinte en vert et des étoiles alliées blanches furent peintes sur chaque côté, transformant le symbole du pouvoir nazi en trophée de la victoire alliée. Pendant plusieurs mois, elle servit à transporter l'état-major américain à travers les ruines du Troisième Reich. En août 1945, avec la guerre en Europe terminée et l'attention se tournant vers le conflit en cours dans le Pacifique, l'armée américaine décida que la Mercedes serait plus utile aux États-Unis. La voiture fut soigneusement chargée sur un navire et transportée à travers l'Atlantique. Son objectif était à la fois pratique et symbolique. Le gouvernement américain organisait des campagnes d'emprunt de guerre, des événements publics conçus pour lever des fonds afin de soutenir l'effort de guerre en cours et aider à payer le coût massif du conflit. Quel meilleur moyen de susciter l'enthousiasme et les dons que d'exposer des véhicules nazis capturés. La Mercedes, présentée comme la voiture personnelle de Hermann Göring, devint une attraction vedette de ces événements. Les Américains firent la queue pour voir le véhicule qui avait soi-disant transporté l'un des dirigeants les plus notoires de l'Allemagne nazie. Ils pouvaient voir les impacts de balles, le verre éclaté, les preuves physiques de la fin violente du régime. C'était une propagande puissante, un symbole tangible de la victoire alliée. Pendant plusieurs mois, la Mercedes parcourut des villes américaines, attirant les foules et levant de l'argent. Puis, son utilité en tant qu'outil de propagande épuisée, elle fut discrètement mise en stockage. Pendant 9 ans, de 1946 à 1955, l'énorme véhicule resta dans un entrepôt militaire, oublié de tous, sauf de quelques archivistes. En 1956, l'armée américaine procédait à un inventaire des objets capturés. La guerre froide s'intensifiait, les budgets étaient serrés, et il y avait des pressions pour liquider les actifs qui ne servaient plus de but clair. La Mercedes 770, toujours identifiée comme la voiture de Göring, fut déclarée excédentaire et mise aux enchères. Le lieu choisi était l'Aberdeen Proving Ground dans le Maryland, une installation militaire qui organisait régulièrement des ventes aux enchères de matériel excédentaire. En octobre 1956, la Mercedes fut mise à l'encan, présentée une fois de plus comme le véhicule personnel de Göring. Les enchères furent animées, mais pas extravagantes. Après tout, il s'agissait d'une voiture de 15 ans endommagée, avec des impacts de balles et un moteur tournant mal. Sa valeur était principalement historique, et le marché des souvenirs nazis, bien que réel, était relativement réduit en 1956. Quand le marteau tomba, l'enchérisseur gagnant était H.J. O'Connell, un collectionneur de Montréal, au Canada. Son enchère gagnante fut de 2 725 $. Ajusté à l'inflation, cela équivaut à environ 30 000 $ aujourd'hui, une somme significative mais pas extraordinaire pour un véhicule aussi important historiquement. De manière intéressante,
O'Connell ne fut pas le seul à rentrer heureux ce jour-là. La même vente aux enchères comprenait une autre Mercedes 770 capturée à l'Obersalzberg. Celle-ci, surnommée le Oie bleu, Blue Goose, avait définitivement appartenu à Hermann Göring. Elle avait été capturée par la 101e division aéroportée et sa provenance était bien documentée. Mais l'histoire de cette voiture, aussi complexe et fascinante soit-elle, est un récit pour une autre fois. O'Connell croyait avoir acheté un morceau d'histoire, la voiture personnelle de Hermann Göring. Il n'avait aucune raison de douter de la documentation qui l'accompagnait. Après tout, elle avait été capturée par les forces américaines, utilisée dans des campagnes d'emprunt de guerre et stockée par l'armée américaine pendant une décennie. La provenance semblait inattaquable. H. J. O'Connell organisa le transport de sa Mercedes nouvellement acquise vers Rumble Motors à Toronto pour restauration. Il était prêt à investir significativement dans le véhicule. Après tout, il s'agissait soi-disant de la voiture personnelle d'un des dirigeants les plus infâmes de l'Allemagne nazie. L'équipe de restauration de Rumble Motors fit face à un projet difficile. La Mercedes était passée par une guerre, littéralement. Les dommages par balles devaient être réparés. Le moteur nécessitait des travaux approfondis. La peinture devait être décapée et refaite. Et d'innombrables systèmes mécaniques nécessitaient de l'attention. Après des années de stockage, O'Connell autorisa une dépense de 5 000 $ canadiens pour la restauration, une somme substantielle à la fin des années 1950. Les travaux furent complets et professionnels. La plupart des dégâts causés par les tirs furent soigneusement réparés. Les panneaux de carrosserie furent redressés ou remplacés si nécessaire. Le moteur fut révisé et remis en état de marche. L'intérieur fut rénové et la peinture noire distinctive fut réappliquée. Cependant, O'Connell prit une décision cruciale qui s'avérerait plus tard historiquement significative. Il ordonna que les vitres éclatées soient laissées dans leur état d'origine. Les impacts de balles, les fissures en toile d'araignée, le verre éclaté, tout cela fut préservé. Il ne s'agissait pas seulement d'économiser de l'argent, c'était pour préserver l'histoire du véhicule, maintenir les preuves physiques de ces derniers jours violents dans l'Allemagne nazie. Mais l'équipe de restauration commit une erreur critique qui aurait des implications des décennies plus tard. Travaillant à partir de photographies et de descriptions d'autres Mercedes 770 utilisées par des dirigeants nazis, ils ajoutèrent une caractéristique que la voiture d'Hitler n'avait jamais possédée. Un projecteur central monté sur une barre courbée au-dessus du pare-choc avant. Ce n'était ni malveillant, ni même négligent. C'était une erreur honnête basée sur des informations incomplètes. De nombreux hauts dirigeants nazis avaient cette caractéristique sur leur Mercedes. Cela semblait être un ajout approprié pour restaurer la voiture à sa gloire originelle. Personne chez Rumble Motors ne savait que la 770 spécifique d'Hitler était dépourvue de cette caractéristique, que sa voiture avait sa propre configuration unique, la distinguant des autres. La Mercedes restaurée était superbe. La peinture noire brillait, le chrome étincelait, et malgré les dommages préservés sur les vitres, le véhicule ressemblait en tout point à la limousine de dictateur que tout le monde croyait qu'elle était. O'Connell possédait désormais ce qu'il pensait être un morceau d'histoire du Troisième Reich, méticuleusement restauré à une condition quasi originelle. Pendant plus d'une décennie, O'Connell garda la Mercedes, l'exposant occasionnellement ou l'amenant à des salons automobiles. C'était un sujet de conversation, un morceau d'histoire qui suscitait des réactions fortes. Certaines personnes étaient horrifiées qu'un tel symbole du mal soit préservé. D'autres étaient fascinés par le lien tangible avec l'histoire. La voiture déclenchait des débats partout où elle apparaissait. Vers 1970, O'Connell fut prêt à se séparer de la Mercedes. Il approcha le Musée canadien de la guerre à Ottawa avec une proposition. Il ferait don du véhicule au musée en échange d'une importante déduction fiscale. Le musée, reconnaissant l'importance historique de ce qu'il croyait être la voiture personnelle de Göring, accepta volontiers. La Mercedes fut exposée au public au Musée canadien de la guerre, étiquetée de manière proéminente comme la voiture privée de Hermann Göring. Des milliers de visiteurs la virent, lurent la plaque, examinèrent les impacts de balles, imaginant ce véhicule transportant le Reichsmarschall à travers l'Allemagne nazie. La voiture devint l'une des expositions les plus populaires du musée.
Mais dans les coulisses de la bibliothèque du musée, un Allemand discret commençait à avoir des doutes. Ludwig Kosche était un bibliothécaire au musée canadien de la guerre, un homme méticuleux avec une connaissance profonde de l'histoire militaire. Né en Allemagne, Kosche avait un intérêt naturel pour les artefacts de la période la plus sombre de sa patrie. Quand la Mercedes arriva et fut exposée, il l'examina avec un intérêt particulier. Quelque chose le troublait. Il ne pouvait pas mettre le doigt dessus au début, juste un sentiment persistant que quelque chose n'était pas tout à fait juste. La voiture était certainement une Mercedes 770 W150. Cela était indéniable. Le blindage, le poids, la configuration générale, tout correspondait. Mais plus Kosche regardait attentivement, plus des détails commencèrent à l'ennuyer. Il avait vu des photographies des véhicules connus de Göring. Il était familier avec les spécifications générales des différentes 770 produites par Daimler-Benz, et plus il étudiait la voiture dans la collection du musée, plus il remarquait d'écarts. De petites choses. Le positionnement de certaines caractéristiques, la configuration de détails spécifiques, les vitres latérales courbes, ses 20 fentes de refroidissement sur le capot. Ce n'étaient pas des caractéristiques standards sur toutes les 770 et elles ne correspondaient pas à ce que Kosche savait des véhicules documentés de Göring. Au début des années 1980, Kosche décida de mener une enquête sérieuse. Ce n'était pas son travail officiel. Il était bibliothécaire, pas conservateur ou chercheur. Mais il ne pouvait pas laisser tomber. Si le musée attribuait mal la voiture, si des milliers de visiteurs recevaient de fausses informations, cela devait être corrigé. La méthode de Kosche fut minutieuse et rigoureuse. Il commença par le véhicule lui-même, menant un examen physique détaillé de chaque caractéristique unique. Il photographia la voiture sous tous les angles, documenta chaque marque distinctive, mesura chaque composant qui semblait inhabituel ou non standard. Vint ensuite la recherche archivistique. Kosche se plongea dans les archives historiques, examinant chaque photographie qu'il pouvait trouver de dirigeants nazis avec leur Mercedes. Il étudia des séquences d'actualité. Il éplucha des documents capturés dans les archives nazies. Il compara et contrasta, construisant une compréhension détaillée des différences subtiles entre les diverses 770. La percée survint lorsque Kosche examina le pare-feu moteur du véhicule. Sur chaque Mercedes, Daimler-Benz frappait un numéro de série d'usine unique. Ce numéro était plus qu'un simple identifiant. C'était une clé qui pouvait débloquer toute l'histoire du véhicule si les bons documents pouvaient être trouvés. Trouver ces documents ne serait pas facile. L'Allemagne avait été divisée après la guerre. Les archives de Daimler-Benz avaient été dispersées, certains documents perdus, d'autres capturés par diverses puissances alliées. Mais Kosche était déterminé. Il contacta directement Daimler-Benz, opérant désormais en Allemagne de l'Ouest sous le nom de Mercedes-Benz. Il fournit le numéro de série et demanda toute documentation qu'il pourrait avoir. En attendant une réponse de Mercedes-Benz, Kosche tourna son attention vers un autre élément de preuve crucial, la plaque d'immatriculation. La plaque allemande d'origine était toujours sur le véhicule, bien qu'usée et partiellement obscurcie par des décennies de manipulation et de stockage. Utilisant des techniques photographiques soigneuses et un éclairage particulier, Kosche parvint à lire la plaque. Il avait désormais deux éléments de preuve concrets, le numéro de série d'usine et le numéro de plaque d'immatriculation. S'il pouvait trouver de la documentation pour l'un ou l'autre, il pourrait identifier définitivement le véhicule. La réponse de Mercedes-Benz lorsqu'elle arriva fut extraordinaire. L'entreprise avait encore des registres pour le véhicule avec ce numéro de série. Elle avait des documents de fabrication, des registres de livraison, même les spécifications des caractéristiques sur mesure commandées pour cette 770 particulière. Mais Kosche avait besoin de plus que de simples registres d'entreprise. Il avait besoin d'une confirmation officielle. Il contacta l'ambassade d'Allemagne de l'Ouest, expliquant ses recherches et demandant leur aide pour vérifier l'identité du véhicule. Ce qui arriva ensuite dut être à la fois palpitant et choquant pour le bibliothécaire discret. Les registres racontaient une histoire complètement différente de ce que tout le monde avait cru pendant près de 40 ans. Le numéro de plaque d'immatriculation 1A148-697 n'était pas aléatoire. C'était une plaque personnelle enregistrée.
et les registres montraient exactement à qui elle avait été délivrée, Adolf Hitler lui-même. C'était la plaque d'immatriculation personnelle d'Hitler pour sa Mercedes 770 W150. Les registres de Mercedes-Benz confirmèrent tout. Le véhicule avait été livré à la chancellerie du Reich le 8 juillet 1940. Le client était Adolf Hitler. Les caractéristiques sur mesure, le trou ornemental dans le radiateur, les 4 aérations sous le pare-brise, les charnières de porte uniques, les vitres latérales courbes, ces 20 fentes de refroidissement, correspondaient toutes aux spécifications de la commande originale. Chaque détail que Cochet avait remarqué, chaque écart qu'il avait troublé prenait maintenant tout son sens. Ce n'était pas la voiture de Hermann Göring. Cela n'avait jamais été le cas. Pendant 37 ans, depuis le moment où le travailleur néerlandais forcé avait dit au GI américain à Laufen que la voiture appartenait à Göring, en passant par les campagnes d'emprunt de guerre, une vente aux enchères militaires, une collection privée et une exposition muséale, le véhicule avait été mal identifié. C'était la voiture d'Hitler, son véhicule de parade personnel. La Mercedes qui avait transporté le dictateur dans les rues de Berlin, qui avait été utilisée dans d'innombrables photographies de propagande et actualités filmées, qui avait représenté l'apogée du pouvoir et de la paranoïa nazie. En 1982, le Musée canadien de la guerre changea officiellement l'attribution. La plaque fut mise à jour, la documentation corrigée et la Mercedes 770 W150 fut finalement correctement identifiée comme ayant appartenu à Adolf Hitler. La révélation eut des effets immédiats. La valeur historique de la voiture monta en flèche. L'intérêt du public s'intensifia dramatiquement. Soudain, ce n'était plus seulement le véhicule d'un haut dignitaire nazi. C'était le véhicule du chef absolu du Troisième Reich. Les impacts de balles prirent une nouvelle signification. Les vitres préservées devinrent des preuves encore plus puissantes de la fin violente du régime. Mais la réattribution déclencha aussi une controverse qui continue à ce jour. Certains remirent en question l'exposition même d'un tel artefact. N'était-ce pas glorifier Hitler, préserver et célébrer un symbole du régime nazi ? D'autres argumentèrent que le véhicule était un objet historique important et que le détruire ou le cacher équivaudrait à nier l'histoire. Le musée choisit de garder la voiture exposée, mais avec un contexte renforcé. Des documents éducatifs furent ajoutés expliquant la nature du régime nazi, l'Holocauste et la guerre. La voiture n'était pas présentée comme un morceau d'histoire automobile intéressant, mais comme une preuve d'un régime construit sur la violence, la paranoïa et le génocide. Le mystère de la Mercedes disparue d'Hitler est, en fin de compte, une histoire sur le chaos de la guerre et l'importance d'une recherche minutieuse. Dans les derniers jours frénétiques de la Seconde Guerre mondiale, avec des millions de réfugiés fuyant, des armées s'affrontant et un régime entier s'effondrant, personne n'avait le temps de documenter soigneusement quelle Mercedes appartenait à quel dirigeant nazi. Un travailleur néerlandais fit une supposition ou répéta une rumeur, et cette erreur d'identification persista pendant près de 4 décennies. C'est aussi une histoire sur la persistance de la vérité. Ludwig Cochet aurait pu ignorer ses doutes. Il aurait pu décider que ce n'était pas à lui de remettre en question l'attribution du musée. Mais son engagement envers l'exactitude, sa recherche méticuleuse et sa volonté de suivre les preuves où qu'elles mènent ont finalement corrigé une erreur historique et nous ont donné une compréhension plus précise de cet artefact. Aujourd'hui, la Mercedes d'Hitler reste exposée au Musée canadien de la guerre, correctement attribuée et contextualisée. Les visiteurs peuvent voir les impacts de balles, les portes blindées, les vitres éclatées. Ils peuvent admirer l'ingénierie qui a permis de créer un tel véhicule, mais ils peuvent aussi réfléchir à ce que cette voiture représente. La paranoïa d'un dictateur, la violence d'un régime et le destin ultime du Troisième Reich. Quant à la véritable voiture de Hermann Göring, le Oie bleu, qui fut vendue aux mêmes enchères que la Mercedes mal identifiée d'Hitler, ce véhicule a sa propre histoire fascinante impliquant Elvis Presley, de multiples propriétaires, et son propre voyage à travers musées et collections privées. Mais cela, comme on dit, est un récit pour une autre fois. La leçon ici ne concerne pas seulement une voiture. C'est sur l'importance de remettre en question, de vérifier, de ne pas accepter les idées reçues sans preuve.
Dans une ère où nous sommes constamment bombardés d'informations, où les affirmations se propagent plus vite que les vérificateurs de faits ne peuvent travailler, l'histoire de Ludwig Koch et de la Mercedes d'Hitler nous rappelle que la vérité nécessite des efforts, de la patience et du dévouement. Parfois, les plus grands mystères de l'histoire sont cachés à la vue de tous, attendant que quelqu'un avec la curiosité et la détermination de regarder de plus près, de poser les bonnes questions et de suivre les preuves où qu'elles mènent, même si cela prend 40 ans pour y arriver. Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié, cliquez sur « J'aime » et abonnez-vous pour plus d'histoires méconnues de l'histoire. Partagez vos réflexions dans les commentaires et je vous retrouve pour la prochaine.